Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les talks de Ma Digital. Je suis Morgane, chargée de projet de Ma Digital et je suis accompagnée par Camille. Bonjour. Bonjour Camille. Aujourd'hui, on va parler du chemsex, les risques associés, les personnes qui le pratiquent et finalement, c'est quoi le chemsex? Pour répondre à toutes nos questions, notre invitée aujourd'hui, c'est Perrine Roux. Bonjour Perrine. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement? Alors, je suis directrice de recherche à l'INSERM. Je dirige une équipe de recherche à Marseille, dans le laboratoire du CESTIM. Et j'ai développé dans cette équipe les projets autour de la réduction des risques liés à l'usage de drogue. Et le CESTIM, ça veut dire quoi? Sciences économiques et sociales, traitement de l'information médicale. Eh bien, tout ça. Complexe. Merci beaucoup. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et qu'on commence par parler de la réduction des risques et des dommages, la fameuse RDRD. Perrine, qu'est-ce que la réduction des risques et des dommages en matière de consommation de produits psychoactifs? Alors, la réduction des risques et des dommages, c'est une approche de santé publique qui vise à accompagner les personnes qui consomment des drogues sans avoir comme premier objectif l'abstinence. Et donc, l'objectif, ça va être de leur apporter des outils, des réponses adaptées à leur situation au moment où elles se trouvent avec leur consommation de produits. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur la thématique du chemsex. Est-ce que il existe aujourd'hui actuellement une définition en fait du chemsex qui engloberait toute la pratique? Alors, il existe des définitions. Je dirais qu'on n'a pas vraiment atteint un consensus sur qu'est-ce que Mhm. le chemsex. Mais peut-être pour essayer de repartir d'une définition un peu historique du chemsex, c'est de l'usage de produits en contexte sexuel, plutôt concernant la population des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, la population gay, mais qui peut aujourd'hui s'observer dans d'autres communautés. Et je parlais de définition historique parce que ça a été vraiment proposé, le chemsex, donc chemicals and sex, donc drogue et sexe. Euh, Ça a été proposé par les acteurs communautaires de la lutte contre le VIH qui étaient plutôt représentés par des hommes gays. Voilà. OK, et par exemple, moi je pense à une soirée un peu arrosée, j'ai un rapport sexuel avec mon ou ma partenaire après, tout le monde a un peu bu, même peut-être un peu trop bu. Est-ce que ça rentre dans la catégorie du chemsex? Absolument pas. Oh. Voilà. Ça Pourquoi? n'est pas parce que c'est vraiment une pratique qui concerne des usages très spécifiques au sein d'une communauté qui est partie de cette population gay avec des pratiques d'usage en groupe et issues vraiment de cette communauté qui avait cette sexualité un peu sous-produit dans les années 2000. Hein. C'est apparu dans les années 2000, même si avant les années 2000, on avait également des usages sexualisés des drogues. Mais le chemsex a été nommé à ce moment-là de l'histoire. Ok. Et du coup, c'est vraiment c'est un certain type de drogue ou c'est vraiment plus l'idée de la réunion qui fait que ça devient du chemsex? Alors, c'est deux choses. Donc, ces pratiques sexuelles très particulières en groupe et des drogues aussi assez spécifiques, même si elles peuvent varier d'un territoire à l'autre. En France, c'est plutôt catinone, GHB. Dans d'autres pays, ça va être méthamphétamine, GHB. Voilà, il y a plusieurs types de produits, mais on retrouve en général, le GHB est quand même assez central dans les pratiques de chemsex. Et rapidement, une petite définition des catinones? Alors, les catinones, c'est une classe de nouveaux produits de synthèse qui sont apparus également au début des années 2000, qui ont un effet stimulant et empathogène qui serait entre cocaïne, amphétamine. Voilà, et c'est le leader de cette classe de drogue, c'est la méphédrone. Mais aujourd'hui, il y a un grand nombre de nouveaux produits avec d'autres noms comme 3-MMC ou. OK, et donc du coup, moi j'ai un peu envie de savoir cette pratique, est-ce qu'elle est fréquente en France? Est-ce qu'on a des chiffres en France ou même, au niveau peut-être, de l'Union européenne et peut-être même mondial, qui sait? Mais est-ce qu'on dispose de chiffres ou pas sur cette pratique? Oui, tout à fait. On commence à avoir pas mal de chiffres sur la pratique du chemsex parmi, donc, comme je disais, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Donc, ces chiffres sont plutôt issus de grandes enquêtes auprès des HSH. Donc, nous avons des chiffres en France grâce à l'enquête de Santé publique France qui s'appelle Enquête rapport au sexe, ERAS.
Et donc, j'ai eu la chance d'analyser les données donc, de cette enquête. Et on a pu montrer que parmi les 18 000 personnes gays, donc HSH, qui ont participé à cette enquête, on avait à peu près 12% de personnes qui déclaraient pratiquer le chemsex. Ah oui, ok. Ouais, donc c'est quand même Voilà, c'est quand même une pratique qui est pas négligeable dans cette population, d'autant plus que voilà, elle entraîne quand même des conséquences qui peuvent être problématiques. Par exemple, quelles conséquences? C'est plutôt dans, je dirais, dans la durée et dans l'intensité des pratiques. Il y a plusieurs conséquences liées à la fois à la consommation de drogue, donc les conséquences qu'on connaît bien d'usages qui peuvent être trop importants avec les risques de surdose et autres, des complications donc somatiques sur le long terme, mais également des complications liées aux pratiques sexuelles et aux pratiques à risque qui vont entraîner les risques de transmission du VIH, de l'hépatite C et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et puis on connaît également, il y a également des pratiques d'usage de drogue par injection. Même si elles sont minoritaires, elles sont également évidemment à risque de beaucoup de problèmes, notamment infectieux. Du coup, au niveau des produits consommés, on est plutôt sur des produits qui se fument, qui se sniffent, qui s'injectent. On est sur quel type de produit, parce qu'on a le nom, mais on n'a pas forcément le Alors, principalement, c'est plutôt des produits qui se sniffent, c'est des produits sous forme de poudre, mais ces produits peuvent être injectés, comme je l'expliquais. Et puis il y a d'autres modes d'utilisation, voilà, comme par voie orale si c'est des comprimés ou par plug si, voilà, pour d'autres types de pratiques. et au niveau, donc des personnes qui pratiquent, donc en effet, c'est effectivement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Est-ce qu'au niveau de l'âge des personnes, on a quelques indices, en fait, qui pourraient nous Alors, aiguiller? il y a pas de différence dans l'enquête donc j'ai pu, utiliser donc pour essayer de comprendre mieux cette pratique. Ça touche, les plus jeunes comme les plus âgés. Il y a vraiment une diversité, d'âge, assez importante. On est plutôt sur des personnes majeures ou même des personnes mineures aussi? Les enquêtes, sont des enquêtes auprès des personnes majeures, donc on a OK. peu d'informations sur les personnes mineures, malheureusement. Il en existe, mais c'est vrai que c'est plutôt, après, la majorité. Après, voilà, c'est, encore à investiguer, parce que c'est compliqué de mettre en place des études auprès des mineurs. Oui, Ok. bah, j'entends bien. Et au niveau des études qui sont mises en place auprès des majeurs, comment on fait? On fait passer des questionnaires, dans des centres communautaires, Alors là, les grandes enquêtes dont je vous parlais concernent des études en ligne, donc où on va OK. Ok. essayer de toucher les personnes plutôt par voie numérique, par des questionnaires qu'elles vont recevoir via les réseaux sociaux ou autres. Et d'ailleurs, c'est un biais pour nos études, puisqu'on ne touche pas les personnes qui ne sont pas connectées. Sûr. Et en fait, le chemsex, c'est aussi une pratique qui commence à émerger dans des publics, au sein de personnes de publics qui sont dans des situations de précarité, chez les HSH qui sont issus de la migration, voilà, et des pratiques qui peuvent être encore plus à risque parmi ces populations-là. Et quel est le but de l'enquête derrière? Est-ce qu'il y aura une politique de réduction des risques qui sera mise en place ou c'est quoi un peu Oui, tout les à next fait. steps? Donc, bon, l'enquête que j'ai conduite là et qui a déjà permis d'obtenir quelques résultats nous éclaire un peu sur les différents profils de chemsexeurs. Donc, ça permet d'orienter un peu mieux, mais une enquête transversale, ça ne permet pas suffisamment de comprendre les pratiques et d'aller plus loin dans comment répondre à ces pratiques-là. Ça donne quelques pistes. On a une étude qui va démarrer très prochainement et qui a été financée par l'ANRS, l'Agence de recherche sur le sida et les hépatites, et qui va, elle, viser à suivre des personnes sur le long terme pour essayer de comprendre un peu pourquoi certaines pratiques deviennent problématiques alors que d'autres, il y a des parcours de chemsex qui sont très variables. Des personnes qui sortent du chemsex, d'autres qui restent dans des pratiques stables et puis d'autres qui passent dans des pratiques beaucoup plus problématiques. Et donc voilà, on aura quelques données, mais pas tout de suite, voilà, pour répondre à toutes ces questions-là.
Parce qu'en plus, on imagine que, en effet, donc les chemsexeurs font probablement face à un certain nombre de stigmatisations et Mmh. de discriminations qui doivent s'enchaîner les unes sur les autres. Donc, on imagine que l'accès aux soins, il est peut-être pas forcément très aisé pour ces personnes-là, en fait. Ouais, tout à fait. C'est d'autant plus difficile, que ces personnes cumulent plusieurs vulnérabilités. Le fait d'être gay, le fait de consommer, et souvent elles ont du mal à raconter, leurs pratiques, à des professionnels de santé. Donc ça rend encore plus difficile, les réponses qu'on peut apporter à ces usages. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Camille, là, ces enquêtes qui sont en train d'émerger sur la pratique du chemsex, elles vont aussi peut-être donner lieu à des formations, des professionnels aussi au niveau de la prise en charge, Mmh. en soins, enfin, au niveau de la santé mentale, de la santé physique. C'est exactement les objectifs, hein, de Ouais. cette, grosse cohorte. Donc une cohorte, c'est vraiment une étude qui vise à suivre les personnes dans le temps. On va questionner tous les enjeux de santé mentale, de risques, liés, à la transmission, des virus. On va essayer de voir un peu le lien avec les acteurs communautaires aussi, le rôle des acteurs communautaires, dans ces parcours. Et aussi, un des objectifs majeurs de cette, cohorte, c'est d'essayer de comprendre un peu les facteurs structurels, les facteurs, liés, aux enjeux de société qui peuvent avoir un impact sur ces trajectoires qui deviennent problématiques. Et donc comprendre même, dans l'histoire des personnes, est-ce qu'il y a des ruptures dans leur vie qui font que ces personnes vont avoir ces pratiques plus à risque? Et tout à l'heure, vous étiez en train de nous dire que le chemsex, c'était dans les communautés gays, mais on commence à le voir aussi dans d'autres communautés. Est-ce que vous avez noté des communautés en particulier ou c'est vraiment général dans toute la population? Alors, pour l'instant, on n'a pas de chiffres issus de nos enquêtes. On a quelques signaux qui viennent plutôt des acteurs communautaires et des associations, de personnes issues des minorités de genre notamment. Donc on a des retours comme quoi, ces usages, commencent à émerger, parmi, les personnes trans, parmi, voilà, des minorités qui sont également, confrontées à beaucoup de stigmatisation. Et voilà, il y aurait un lien assez évident entre, des populations minorisées et des pratiques à risque, en lien avec, drogue et sexe. Et si on revient un peu sur le stade des études sur le chemsex, ça fait combien de temps qu'on étudie ce sujet? Ça a démarré donc, les toutes premières études un peu après les années 2000, et j'ai oublié de citer tout à l'heure, David Stewart qui est un peu, la personne, le chercheur, engagé dans la lutte contre le VIH, qui a commencé à utiliser ce terme, hein, avec les acteurs, communautaires. Et ensuite, il y a eu de plus en plus, d'enquêtes, notamment en lien avec le VIH, mais pas seulement, pour essayer de comprendre un peu les risques associés à cette pratique. Et donc, en termes de risques, les risques associés à la pratique, donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, transmission du VIH, développement de conduite à risque, également d'addiction. Mais donc du coup, on parlait de la réduction des risques tout à l'heure. Est-ce qu'on peut appliquer les principes de la réduction des risques et des dommages au chemsex Bien sûr. directement sur le moment de la pratique ou peut-être plutôt en amont ou alors en aval après? Idéa Comment Idéalement à tous les moments, Ouais. Ouais. que ce soit avant, pendant, après. C'est beaucoup plus complexe de proposer des actions de réduction des risques pendant, les parties de chemsex évidemment. Mais ça existe, hein, il y a des acteurs communautaires avec Aide et d'autres associations qui proposent des interventions avec des, insiders, comme on dirait, qui pourraient, amener des stratégies de réduction des risques sur place. Ça a été le cas notamment avec des retours un peu épidémiques sur l'hépatite C, au travers de ces parties, sexuelles en groupe. Et donc, voilà, c'est possible, mais c'est compliqué. Et il faut également souligner le fait que les personnes elles-mêmes sont en capacité de proposer des stratégies de réduction des risques. Et donc, voilà, c'est important aussi de pouvoir, documenter et valoriser, toutes ces stratégies mises en place par les personnes, concernées. Et donc la réduction des risques sur le moment de la partie de chemsex, ça serait quoi? Ne pas partager le matériel de consommation, Ne pas partager, essayer de voir un peu à quels endroits il y a des risques de transmission de l'hépatite C et donc proposer tous les outils nécessaires pour que les personnes n'échangent pas du matériel contaminé.
voilà, il y a plein de stratégies possibles et c'est important de pouvoir les mettre en place. Et donc là, justement, pour revenir sur cette personne qui serait un insider, comment ça fonctionne en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive sur la partie et qui dit bon bah voilà, c'est moi l'insider, je vous le dis, et puis amusons-nous entre personnes consentantes? Ou alors vraiment c'est quelqu'un, on ne sait pas qu'il est là, Après, je dis insider, c'est pas forcément une stratégie reconnue Ok. mais en tout cas ça a été par testé. les associations, mais c'est plutôt de dire que les personnes elles-mêmes Ok. proposent, voilà, des personnes qui, souvent, il y a beaucoup de personnes qui travaillent aussi dans des associations et donc Mhm. qui peuvent à la fois aller chercher les stratégies les plus efficaces et puis peuvent également les mettre en œuvre sur le terrain. Mais c'est pas une stratégie insider, c'est un terme peut-être dont il faut faire Un peu attention trop parce Ouais. que connoté, ouais. c'est voilà, c'est pas un rôle Mmh. officiel quoi. Ok. Voilà, Donc c'est quand même globalement redonner du pouvoir, enfin c'est donner le ça, pouvoir du d'agir pouvoir à ces d'agir aux personnes, personnes aux concernées. personnes Ouais, concernées. tout à fait. Et moi, je me posais aussi la question tout à l'heure, on en parlait avec Camille en off, c'est au niveau de l'évolution des produits consommés. Est-ce qu'on a une évolution notable des produits consommés? Parce qu'on parlait de GHB, on parlait des catinone, nouveaux produits de synthèse. Est-ce qu'on note une évolution ou alors est-ce que c'est plutôt stable en termes de produits? Les personnes se tournent plutôt toujours vers les mêmes produits? Comment on se, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors ça évolue assez rapidement. Après, les usages sont assez dépendants des enjeux de répression et souvent, on va avoir un produit qui est communément utilisé et qui, à un moment donné, va être interdit et donc sera plus disponible. Et là, la fabrication d'un autre produit va émerger et ce produit, parfois, est plus à risque que le précédent. C'est le cas avec de la 3-MMC à la 3-CMC. Voilà, enfin on passe d'une molécule à une autre qui sera plus la même, donc elle sera pas interdite et finalement elle est plus à risque que la Oui. précédente. Ok. Ça, c'est le jeu du chat et de la souris à chaque Ouais, fois. un petit peu. Donc, en fait, finalement, c'est très compliqué, même pour la réduction des risques et des dommages et toute cette théorie de Mm. la RDRD, de réussir à suivre le mouvement, en fait. Après, ils s'adaptent. Il y a vraiment des actions de réduction des risques qui ont toujours un peu pour objectif d'être la plus réactive possible, comme par exemple avec l'analyse de drogue. Donc, les usagers peuvent aller faire analyser leurs produits pour savoir ce qu'ils consomment. Et donc, ça, c'est vraiment un outil important pour être sûr que les usagers ne consomment pas des produits très à risque. Voilà. Et même dans le cas du chemsex, c'est de plus en plus utilisé. Et ça fonctionne bien, Et ça fonctionne, les personnes savent ce qu'elles consomment et en général, elles essaient de consommer les produits les moins à risque pour leur santé, bien évidemment. sûr. Bien sûr. Et donc, en fait, on revient rapidement sur le chemsex pour quand même être sûr que les personnes qui nous regardent comprennent bien de quoi on parle. Donc, on parle de moments sexuels associés à des consommations de drogue, de produits psychoactifs et psychostimulants, en règle générale entre hommes, Oui, donc avec, à plusieurs, dans différents lieux. Il n'y a pas de lieu, j'ai envie de dire, de lieu dédié. Enfin, c'est plutôt dans le cadre c'est privé, dans le cadre en général, privé. ouais. Et on sait si c'est des personnes qui se connaissent déjà ou en fait qui se connaissent par l'intermédiaire justement de ces parties de chemsex ou c'est des gens qui dans la vie se connaissent déjà, ont déjà un espèce de lien de confiance. Est-ce que ça, on sait au niveau des En fait, il y a profils et des relations? il y a beaucoup de pratiques différentes Hmm. Ouais. et avec les applications et toutes ces applis de rencontres, les personnes souvent ne connaissent pas forcément les partenaires qu'elles vont rencontrer dans ces parties, voire même les invitent pendant ces parties. Et après, il y a d'autres modalités avec des contextes où les personnes se connaissent et font ça de manière régulière en se connaissant et en prenant peut-être moins de risques parce elles se connaissent. Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on va essayer d'étudier avec cette étude qui va démarrer début d'année prochaine pour essayer de comprendre un peu mieux la diversité des pratiques du chemsex. Donc là, finalement, les objectifs de l'étude que vous allez bientôt pouvoir entamer, c'est donc comprendre la diversité des pratiques, comprendre les profils aussi peut-être. Profil, les risques pris par les personnes, les stratégies mises en œuvre, les différents contextes d'usage et de ces usages Hmm. sexualisés des drogues,
Et puis, tous ces facteurs externes ou historiques dans la vie des personnes qui vont faire que ces trajectoires vont devenir problématiques. Et là, concrètement, dans l'étude, vous allez suivre une dizaine, une trentaine de personnes pendant plusieurs Des années? milliers. Des L'idée, milliers? Ah c'est ouais, d'aller vers 1000, enfin des milliers. En tout cas, un millier déjà, ce serait bien. ouais. Entre 1000 et 3000 personnes qu'on va essayer de suivre pendant au moins 3 ans. Voilà, mais avec, comme j'expliquais tout à l'heure, un recrutement en ligne pour Oui. essayer de favoriser la participation des personnes. Et comme on va probablement avoir peu de personnes qui vont être issues de milieux plus défavorisés, on a proposé une méthode mixte où on va aller faire une enquête socio-anthropologique auprès des personnes qui seraient issues de la migration ou des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes migrants. C'est quoi une étude socio-anthropologique? C'est une étude qualitative qui va se baser plus sur des entretiens avec la personne, donc plus approfondis pour essayer de comprendre mieux le parcours de ces personnes, d'avoir des récits un peu plus construits sur l'ensemble de Mhm. leurs pratiques et d'où ces personnes viennent. Donc, sur les 1000 à 3000 personnes, il y en a une grosse partie qui se fait en ligne et une petite partie, peut-être La petite 10%. partie, ça va être Ouais. 50 à 60 entretiens maximum. D'accord, C'est ok. très chronophage et ça demande une logistique plus compliquée de mettre en place ces études-là. Bien sûr. Et au niveau des territoires, est-ce que enfin, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez l'impression que c'est une pratique qui est plutôt présente en ville, qui est autant présente en ville que par exemple en ruralité ou dans les outre-mer? Enfin, si on reste sur un cadre voilà, national France. C'est plus dans les grandes villes, c'est Ok. plus une pratique en milieu urbain. Hmm. Mais ce qu'on a pu observer, ça, c'est des résultats un peu, voilà, qu'on a trouvés grâce à l'enquête ERAS, qui sont probablement à confirmer. Mais quand ces pratiques se passent en milieu rural, elles sont plus problématiques. Parce que probablement plus d'isolement, moins accès aux services de réduction des risques, plus de stigmatisation liée à l'homosexualité. Voilà, donc, mais tout ça à confirmer, mais c'est plus une pratique qu'on retrouve en milieu urbain, c'est sûr. Donc en fait, est-ce qu'on pourrait faire un espèce de raccourci en disant que la stigmatisation peut, enfin, est un facteur de risque à justement la prise de risque? Mmh. C'est une des hypothèses qu'on propose pour notre étude et voilà, on vous en dira plus quand on aura Donc analysé les données. dans 3 ans, on pourra peut-être Voilà, répondre à la question: est-ce que la stigmatisation est un facteur de risque? c'est ça et on va travailler sur, l'homophobie intériorisée, essayer de comprendre un peu les ruptures biographiques des personnes, comment elles ont fait leur coming out dans le passé. Voilà, essayer de comprendre un peu le lien entre ces éléments-là et puis la pratique problématique du chemsex. Et donc, Perrine, au niveau de cette cohorte, pour votre future étude, est-ce que vous pourriez nous préciser un petit peu plus? Donc, qui peut répondre? Comment répondre? Est-ce que c'est anonyme? Est-ce que ça ne l'est pas? Pour les OK. personnes qui nous regardent et qui seraient potentiellement intéressées pour répondre à cette étude. Pour répondre à ce questionnaire, il faut être un homme ayant des rapports sexuels avec des hommes. Le questionnaire est évidemment anonyme. Il est impossible de retrouver la personne qui participe à notre étude. Et puis voilà, je crois. Est-ce qu'il y a un site, un endroit, une newsletter sur lequel on peut retrouver des informations pour être au courant quand l'étude sortira? Alors, il y aura tout Mmh. ça. On va essayer de faire une com adaptée pour que l'étude soit visible à plein d'endroits possibles sur Internet. Mais pour l'instant, c'est vraiment voilà, c'est un projet qui est en train d'être mis en place et je pense que ce sera pas avant début 2026 a priori. Et dans la construction justement de ce questionnaire en ligne, ça doit pas être évident en fait de, réussir à poser, des questions, qui peuvent être des questions très, émotionnellement, lourdes en fait pour les personnes, notamment le sujet du coming out, le sujet du premier rapport sexuel et cetera. Ça enfin, comment vous avez fait pour élaborer ce questionnaire pour que les personnes se sentent assez à l'aise de répondre, mais sans non plus les infantiliser? C'est sûr, souvent ça amène à des réactions parfois compliquées. Les personnes sont seules face à leur questionnaire à remplir, à répondre à ces questions. Tout ça, ça a été travaillé avec, les associations. Nous, on travaille, toujours en lien avec, des assos et des personnes qui vont, relire les questionnaires et nous alerter quand, les questions, des formulations sont problématiques. Et puis on a quand même, l'expérience depuis, bien 20 ans, avec, Santé publique France et Annie Velter qui est ma collègue qui Mmh. dirige aussi, l'étude avec moi, qui a l'habitude et qui, sait, voilà, quelles questions utiliser, et quelles
échelles à proposer. Voilà. Et c'est un questionnaire qui sera uniquement disponible en français ou il sera Non, également disponible en il va d'autres être langues? disponible dans plusieurs langues, essentiellement les différentes communautés étrangères qu'on peut retrouver dans ces populations gays, mais voilà, on va le faire passer en anglais, en portugais, en espagnol, je sais plus, il y a 5 ou 6 langues proposées. Et au niveau de l'enquête socio-anthropologique, c'est pareil? Vous avez prévu d'avoir des chercheurs et des chercheuses multilingues Euh, qui puissent s'adapter ou comment? Alors, il y aura probablement une traduction possible pour des communautés qui arrivent en France et qui sont là depuis peu de temps. Le chercheur qui va travailler avec nous, Grégory Beltran, est tout à fait au fait de ces communautés-là. Il travaille beaucoup auprès des personnes migrantes et voilà, il saura tout à fait aller les enquêter Mmh. et pouvoir voilà, faire passer des entretiens traduits. Bien. Moi, je voulais revenir un peu sur la précédente enquête et un petit peu voir si vous aviez peut-être 3 ou 4 points sur lesquels vous avez été surpris sous les résultats ou des choses sur lesquelles on n'était pas du tout au courant et qu'on a découvert. Mm. Alors, un des résultats assez étonnants, c'est ce que je vous disais précédemment, le lien entre les pratiques à risque Ouais, parmi les chemsexeurs et le milieu rural. oui, Et c'est vrai qu'on oublie souvent le milieu rural, mais il se passe des choses aussi. Et parfois, c'est plus compliqué encore de répondre à ces enjeux-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on va creuser. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, des choses qui sont évidemment importantes, mais assez attendues, mais sur la santé mentale des personnes, beaucoup de problèmes de santé mentale parmi les personnes qui pratiquent le chemsex. Et puis, un autre point qui est le fait que les chemsexeurs utilisent les outils de réduction des risques. Et oui, donc, c'est la PrEP, par exemple, qui est le traitement prophylaxique pour le VIH, eh bien, est un outil tout à fait adapté pour ces publics-là. Et ils adoptent vraiment les outils qu'on leur propose. Donc, je trouve que c'est un message important et ça conforte ce qu'on peut faire en réduction des risques. bien. Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes pour expliquer ce que c'est la PrEP? La PrEP, donc c'est un comprimé antirétroviral qui est pris avant l'exposition, donc avant toute pratique sexuelle qui serait à risque. Donc, on prend un comprimé avant et 2 comprimés après. Et D'accord. donc, ça permet d'éviter la contamination par le VIH. Et après, pour compléter Mhm. peut-être sur les outils utilisés, ce qu'on a trouvé Ouais. dans l'enquête ERAS, on a donc l'utilisation de la PrEP qui est vraiment assez importante chez les chemsexeurs, mais aussi le dépistage. Ils vont se faire dépister assez régulièrement. Mhm. Et donc, voilà, ça montre aussi que les personnes sont quand même responsables et voilà, ne sont pas complètement dans des pratiques qui seraient incontrôlées. Et donc moi, j'aimerais bien aussi revenir sur les risques, parce que du coup, on a en effet, donc les risques du chemsex. Donc on a parlé des risques de transmission VIH, hépatite, et autres MST, IST. Est-ce qu'il y a aussi, des risques de type surdosage, overdose? Est-ce qu'on a des risques psychosociaux, donc peut-être des risques un peu plus sur le long terme? Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme typologie de risque, en fait? Donc, il y a évidemment des risques de surdose et on en entend parler assez fréquemment, notamment avec le GHB. Et également, sur le long terme, on va retrouver tous les risques liés à une consommation régulière et qui va avoir forcément un impact sur le sommeil, la santé mentale, etc. Et plutôt en termes socio-professionnels, la pratique du chemsex qui va peu à peu, dans des contextes plutôt de trajectoires problématiques, va éloigner la personne de son entourage, avoir une répercussion aussi sur son travail et donc voilà, des risques importants sur la vie des personnes. Donc les répercussions sur l'entourage, c'est globalement de l'isolement, Ouais, tout à fait. des difficultés à communiquer, un Mmh. repli sur Un soi, repli ce sur genre de choses? soi, lié aussi à des pratiques qui durent plusieurs jours et donc on se coupe un peu du De monde la extérieur. de l'autre, ouais, très bien. Au niveau du surdosage, le GHB, c'est des problèmes cardiaques, c'est ça? Oui, Mmh. avec problèmes respiratoires et les personnes se retrouvent à ne plus, voilà, respirer avec des facteurs de vulnérabilité aussi chez des personnes qui seraient plus âgées et qui seraient plus à risque de faire des surdoses. Je voulais savoir, peut-être que vous avez le résultat, est-ce que les personnes qui pratiquent le chemsex consomment des drogues en dehors du chemsex ou c'est vraiment juste une consommation sur ces moments-là? OK, bah, c'est une bonne question, mais on n'a
pas non plus une réponse assez claire sur ces usages en dehors du chemsex. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des usages évidemment en dehors du chemsex. Après, souvent, quand la pratique devient problématique et peut-être, en tout cas avec une forme de perte de contrôle, les personnes vont être dans des pratiques toujours liées au chemsex. Et donc, parfois même, il n'y a plus de sexualité et elles Ah oui, consomment des produits du chemsex, mais ça reste le contexte du chemsex quand même. ok, ouais. Voilà, il y a beaucoup d'usages différents et de types de produits consommés. Et souvent, voilà, il y a des passages de usage de drogue classiques à des usages de produits en contexte chemsex. Mais donc du coup, est-ce que nous, on peut savoir à partir de quand la pratique, elle devient problématique en fait? À partir de quand on passe du récréatif à l'addictif? Ça, c'est la même question pour se poser avec les usages en général. Je dirais que à partir du moment où la personne a un besoin d'aller consulter parce qu'elle sent Mmh. qu'il y a quelque chose qui la dépasse, je pense qu'il y a quelque chose qui devient problématique. Alors souvent, les personnes, elles mettent du temps à s'en rendre compte. Et c'est là, voilà, où cette fenêtre dans laquelle je pense que c'est important qu'on puisse apporter des outils adaptés et des espaces pour discuter des pratiques. Oui, parce que là, finalement, on doit discuter, d'une part, de cet aspect de la sexualité et d'autre part, Mm. de cet aspect de la consommation de drogue, qui potentiellement peut être une situation d'addiction pour la personne. Bien sûr, et les deux sont très corrélés. Et malheureusement, les acteurs qui vont accompagner ces personnes-là, souvent, connaissent la réduction des risques, mais connaissent pas la sexualité et vice-versa. Et donc, voilà, c'est tout l'enjeu est de pouvoir adapter ces interventions, former les personnes, les soignants, les acteurs associatifs à pouvoir répondre à ces enjeux de usage de drogue en contexte sexuel. Oui, donc en fait, c'est tout l'enjeu finalement de votre future étude, Voilà. d'essayer de mieux comprendre pour mieux accompagner, en fait. C'est ça. C'est Et il y ça? aura beaucoup de questions aussi sur la sexualité, sur ce que le chemsex apporte à la sexualité, comment les personnes rentrent dans le chemsex et qu'est-ce que ça leur permet en termes d'épanouissement, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de témoignages et de récits qui sont positifs au départ et qui ensuite deviennent plus péjoratifs. Euh, Parce que du coup, quand on est, chemsexeur, et qu'on sort entre gros guillemets du chemsex, est-ce que ça veut dire qu'on devient abstinent, sexuel? Ou est-ce que ça veut dire qu'on arrive à réussir à avoir des rapports sexuels, non C'est plutôt ça, de c'est plus retrouver une sexualité, un usage de drogue, plus, raisonnable ou en dehors d'un mmh. contexte, de chemsex. Hem et voilà. Et donc vous, vous avez déjà du coup eu des témoignages de personnes qui sont, des ex, chemsexeurs, j'ai envie de dire, qui aujourd'hui ont retrouvé une sexualité, en dehors des usages? Oui, bien sûr, oui, oui, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui, qui ont fait ça de manière, temporaire et puis qui, ensuite, sont sorties de la pratique du chemsex. D'ailleurs, ça fait écho à une étude qui a été conduite par une de mes collègues, qui visait à comprendre un peu les représentations du chemsex par les personnes elles-mêmes. Et en fait, elle a pu démontrer qu'il y avait 5 profils de chemsexeurs, d'une pratique un peu hédonique à une pratique plus compliquée et plus dans le registre, on va dire, de l'autodestruction. Voilà, mais c'était vraiment les termes utilisés par les personnes elles-mêmes. Et on a pu démontrer comme ça un peu un continuum. Après, Mmh. ça ne veut pas dire que les personnes passent de l'un à l'autre forcément, mais on avait une diversité de représentations qui montrent que le chemsex est plus complexe que ce qu'on l'imagine. Oui, en fait, le chemsex, c'est pas juste, consommer des produits et avoir des rapports sexuels entre hommes. Non, C'est beaucoup plus de choses. Ça prend également en compte, la biographie de la personne, bien son sûr. historique, le contexte également social, si j'ai bien compris, dans lequel la personne s'inscrit, mais également le territoire dans lequel la personne est, si elle est plutôt en ville. Heu Tout ça va façonner forcément la pratique du chemsex de ces personnes-là. et de fait, la pratique du chemsex et aussi toute la réduction des risques, proposée par les Mm. professionnels et autres structures d'accompagnement, en parallèle. Ouais.
il y a de plus en plus d'actions assez intéressantes qui ciblent le chemsex. Je pense aussi à l'enquête ARPA chemsex conduite par la Fédération Addiction et Aide et qui ont permis de fédérer les acteurs, en tout cas de la réduction des risques, de l'addictologie, de la lutte contre le VIH pour essayer de proposer des actions un peu mieux coordonnées. Ok. Moi, c'est pas mal. Peut-être un mot de la fin. Ouais, peut-être un petit mot de la fin, Perrine. Je travaille sur le chemsex depuis quelques années maintenant. J'avoue que c'est un peu un défi pour et la réduction des risques et la recherche. Ça mêle beaucoup de visions différentes aussi de la prévention et de ce qu'on peut faire, nous, en réduction des risques, avec notamment rassembler les acteurs de la lutte contre le VIH et les acteurs de la réduction des risques, qui sont historiquement les mêmes, mais qui aujourd'hui se sont peut-être un peu perdus de vue à certains moments. Et je trouve ça intéressant, autour de cette pratique, de pouvoir retravailler ensemble. Voilà, j'espère qu'on arrivera à proposer des réponses adaptées pour en tout cas, les personnes qui sont en difficulté avec le chemsex. Merci beaucoup, Perrine. Merci. Merci, Camille. Merci. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette interview. Pour en savoir plus sur le chemsex et les consommations des produits psychoactifs ainsi que les mécanismes des addictions, rendez-vous sur Ma Digital. Le lien est en biographie. Et puis rendez-vous aussi sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter et YouTube. À bientôt.